Podcast. Tadam. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est le son qu'on entend quand on lance Netflix, et non une imitation de Renaud. Lison, Quoi? tu viens regarder une série? Ouais, Tu préfères voir un épisode des Sirènes de Mako ou d'Agenda? je sais pas, comme tu veux. Ah, c'est bizarre. On dirait que la télécommande est bloquée. J'arrive pas à changer le programme. Ça reste coincé sur Scooby-Doo Mystère Associé. Oh, Alex, c'est classé 7 ans et plus. Je peux pas regarder. Et c'est dans la catégorie peur. Oh, le premier épisode est en train de se lancer tout seul. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les amis, je crois que nous avons un nouveau mystère à résoudre. Bonjour à toutes, bonsoir à tous, et inversement, on dit ce qu'on veut, on est disruptif. Très heureux de vous retrouver pour parler, vous l'aurez compris, des Sirènes de Mako et de la question qui nous hante toutes et tous, peut-on considérer qu'il s'agit de la suite de H2O? Mais non, pas du tout, je viens vous parler d'une série de bonhommes, Scooby-Doo Mystère Associé. Scooby-Doo, c'est un monument du dessin animé. Vous en connaissez forcément les personnages, le pitch, car vous êtes déjà tombé à un moment ou un autre de votre existence sur un épisode. Et par conséquent, vous êtes tombé sous le charme. Sauf si vous avez vu les films avec Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. Là, je compatis. La première série de la licence a été créée en 1969 dans les studios de Joseph Hanna et William Barbera. Aucun lien avec Santa. Mes séries préférées pour ma part, Scooby-Doo Où es-tu, Scooby-Doo Show, Quoi de neuf Scooby-Doo, et donc Scooby-Doo Mystère Associé. Cette dernière se déroule dans la ville de Crystal Cove. Ce lieu est d'ailleurs un élément central de la série, tant elle est présente, et pour cause, ça serait l'endroit le plus hanté de la planète. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les parents de Vera, le maire, le shérif, un peu tout le monde en fait. Et accessoirement, c'est mentionné dès les premières secondes du générique. On retrouve à Crystal Cove toute la bande iconique et leur Mystery Machine. Notez que cela n'a pas toujours été le cas. Coucou Scrappy-Doo qui s'est un temps incrusté et a mis sur la touche d'autres persos, au moins Fred et Vera de mémoire. Ici, dès le premier épisode, on a droit à une présentation en règle de chacun d'entre eux et de quelques enjeux les concernant. Fred, dont le père est maire, adore résoudre les mystères et pour ce faire, élaborer des tas de pièges, quitte à y passer la nuit. Un peu monomaniaque le Fredo, aux grandes dames de Daphné qui en pince pour lui. Bon, on avait des doutes depuis 1969, hein. Et c'est confirmé également, Daphné est une bourge, et son père est le sosie de Ken. Bon, un Ken sur le retour, mais un Ken quand même. Je parle là du copain de Barbie, pas du copain de Ryu. Ah, you Ken! On retrouve également Vera, un peu moins intello que d'habitude et un peu plus travaillée par ses hormones. Elle fricote avec Sammy, figurez-vous. Ce dernier va rapidement être tiraillé entre cette histoire d'amour naissante et son amitié indéfectible pour Scooby-Doo. Ces deux-là étant toujours aussi gloutons et affamés. Autour d'eux, une galerie de personnages truculents comme un shérif bas du front qu'on n'aurait pas renié à Bouzole par exemple. On retrouve également Vincent Van Gool des 13 fantômes de Scooby-Doo qui vient passer une tête façon guest star. Mais aussi un vieux loup de mer mutilé genre Capitaine Ahab de Moby Dick. Bah ouais, j'ai des rêves littéraires, qui s'est fait dévorer le nez par une palourde. Du coup, il a ouvert un resto de fruits de mer pour se venger, et en attendant de se retrouver nez à nez, façon de parler, hein, avec The Palourde. Ou encore la pétaradante Angel Dynamite, toujours à proximité d'un micro et avec un casque sur les oreilles. D'ailleurs, je me demande comment il peut tenir avec sa coupe afro. C'est un autre mystère de la série. À mon avis, avec ce look, elle ne peut faire que du podcast. Je le mentionne comme ça parce que je ne sais pas si on doit dire podcasteuse ou podcastrice.
Je crois qu'on tient là notre premier indice. T'es sûr? Oui, notre fantôme est un fan de podcast. Il n'a même pas remarqué qu'Angèle Dynamite est animatrice radio. Comme Camille Combal? Oui, c'est ça. Dans Mystère associé, le cahier des charges que l'on est en droit d'attendre de la licence Scooby est parfaitement rempli. Mais l'avantage ici, c'est qu'il est étoffé. Pour ce qui concerne les basiques, simple, vous avez bien les bases. À savoir, un fantôme ou monstre terrorise la ville à chaque aventure. Leurs déguisements sont toujours aussi graves, chamés, comprenez puissants, avec par exemple des effets pyrotechniques très impressionnants, comme dans l'épisode 3, mettant en scène un camion fantôme en mode duel. Sauf qu'ici, ces jantes crachent littéralement du feu. On est sur un niveau MacGyver Bac+10. On retrouve également la traditionnelle quête des indices, comme dans l'épisode 8, où la bande doit faire face à un gnome agressif au point paralysant et où ils découvrent, au gré de leur pérégrination, de la toxine de méduse et une boucle d'oreille. Bon là, j'ai clairement envie de dire Camoulox. Il y a aussi des super passages secrets, des pièges élaborés qui foirent, puis marchent, des courses-poursuites, à moins que ce ne soit des parties de cache-cache du style « attrape-moi si tu peux ». Je rentre par le rideau de droite, je ressors par la porte de gauche. Normal quoi. Par contre, il y a un peu moins de séparation pour rechercher des indices. D'ailleurs, les séparations auxquelles vous assisterez seront potentiellement plus lourdes de sens. Les nostalgiques seront également conquis par des références à quelques monstres ou fantômes emblématiques de la saga, et ce dès le premier épisode. Par contre, dans ce même épisode originel, la forte ressemblance d'un des personnages avec Sébastien Follin est sans doute fortuite. Les mobiles des méchants sont toujours aussi crapuleux, cupides et matérialisés par la recherche d'argent, de gloire, bref, l'appât du gain. À de nombreuses reprises, on a droit à une critique plutôt acerbe de la société de consommation et de ses dérives, confère l'épisode avec les cigales notamment. J'ai également noté pas mal de références à toute une série de films. Par exemple, rien que dans l'épisode 5, j'y ai décelé moult clins d'œil, à la fois au village des damnés, avec des enfants monstrifiés aux yeux rouges, enfants qui avec leurs cheveux ébouriffés ressemblent furieusement aux Critters. Vous savez, les petites bêtes extraterrestres facétieuses. Quant au modus operandi d'envoûtement, il m'a fait penser à Halloween 3, le sang du sorcier, seul épisode de la saga sans ce brave Michel Meyer, ou Michael Myers, c'est selon. À l'inverse, je me demande dans quelle mesure l'épisode 4, avec un crabe géant vivant sous la plage et en ressortant ponctuellement pour semer la pagaille, quel déguisement élaboré une fois encore au passage, n'a pas inspiré un an plus tard le nanardesque Sand Sharks, les dents de la plage. Voilà notre second indice. Comment ça? Notre fantôme est un fan de podcasts et de films d'horreur. Ça ne te fait pas penser à quelqu'un? Ah si! Comme je l'ai dit, Scooby-Doo Mystère associé va au-delà du classicisme des autres séries de la franchise. S'il y a un mystère par épisode, il y a aussi un mystère principal en guise de fil rouge qui prendra de l'épaisseur au fur et à mesure. En effet, un énigmatique Monsieur E va tirer les ficelles dans l'ombre pour amener nos 5 amis à enquêter sur une vieille et sombre affaire, la disparition dans les grottes de Crystal Cove des membres du club de résolution des énigmes du lycée qui s'appelait, tiens, Mystère associé. Tadam! Bon là, c'est juste pour faire le suspense et créer un effet. Le mode de narration me fait un peu penser à une série comme The Mentalist, une enquête à chaque épisode et en toile de fond, la grosse enquête qui prend de l'ampleur petit à petit. Les cliffhangers sont assez nombreux du coup, et je trouve intéressant qu'une série orientée jeunesse fasse le pari d'utiliser les codes des séries plus adultes, même si, attention, cet opus de Scooby-Doo est plus sombre, ce qui le rend encore plus regardable par des gens en âge de voter, voire de penser à leur plan épargne-retraite. En contrepartie, l'humour est bien présent, même si distillé au second degré. Mention spéciale à Fred Jones, avec ses quelques punchlines tout en candeur sur les vertiges de l'amour. Arrête Daphné, quand on est marié, on n'a pas l'air aussi heureux. Ou encore, tel que tu me vois, je ne suis plus un homme, j'éprouve des émotions. Mais il y aura aussi pas mal de tensions entre nos amis, quelque chose auquel on n'était pas forcément habitué jusque-là et sur lesquels les auteurs ont particulièrement mis l'accent. Les épisodes sont très variés, malgré un schéma narratif assez semblable. On a par exemple le droit à un épisode rétro,
avec un graphisme au diapason, où l'on croisera plusieurs personnages emblématiques des studios Hanna-Barbera, comme le Capitaine Caverne. Une fausse note selon moi, le générique un peu faiblard. Cela manque de paroles. Il n'y en a pas, et de rythme. Il n'y en a pas beaucoup. Clairement dans ce registre, mais c'est le seul, cette série souffre de la comparaison avec des titres comme Scooby-Doo, où es-tu? Nous avons besoin de toi. Scooby-Doo, où es-tu? Il y a une mission pour toi. ou encore Quoi de Scooby-Doo? Nous te suivons partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout. Conduis à toi mon chou. Quoi de neuf Scooby-Doo? interprété par Simple Plan en VO. Ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est un groupe de rock qui a eu son petit succès dans les années 2000. Tiens, tant qu'on est dans la VO, parlons doublage. Il est excellent. Matthew Lillard, qui joue le rôle de Sammy dans les 2 films avec Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr., le double ici encore. En tant qu'acteur, il est également connu pour jouer un rôle central dans le cultissime Scream de Wes Craven. J'ai aussi lu que Mark Hamill prête sa voix au, je cite, « bébé clown pleurnichard ». Bon, perso, ça ne me fait pas grand-chose vu que je n'ai jamais réussi à me plonger dans l'univers de Star Wars, mais je suis quelqu'un d'altruiste. Pour l'anecdote également, Frank Welker double Fred et Sammy dans la VO, alors que dans la VF, Eric Missoffle double Sammy et Scooby-Doo. Et j'ai pu constater qu'Eric Missoffle avait doublé le professeur Filius ou Flitwick et Gripsec dans Harry Potter. Bon, là encore, je ne sais pas trop quoi faire de cette information, n'étant pas un grand fan du sorcier de Poudlard. C'est sûr maintenant, on a trouvé. Il n'y a pas beaucoup de gens pour préférer la saga des Halloween à celle de Star Wars ou des Harry Potter. Oui, le fantôme, c'est Papa. Oui, j'avoue, c'est moi, Freddy Grugeur, et personne n'aurait rien remarqué si vous n'étiez pas venu fourrer votre nez là-dedans, bande de sales fouineuses. En réalité, si j'ai bloqué la télécommande, c'est parce que j'avais envie de vous faire découvrir cette série. Scooby-Doo, c'est une part importante de mon enfance. En primaire, je me levais le samedi matin pour regarder Hanna-Barbera Ding Dong sur Antenne 2, qui commençait toujours par un épisode de Scooby-Doo. Et c'était présenté par Luc Hamet, un acteur qui double Marty McFly dans Retour vers le futur. Vous vous souvenez, je vous ai montré la trilogie il y a quelques mois. Autre anecdote, quand j'étais au collège, une chaîne de dessins animés du câble qui s'appelait Cartoon Network organisait chaque année un marathon Scooby-Doo, tout un week-end avec des épisodes non-stop. J'adorais ce moment. Papa, Quoi? même si elle n'a pas encore 7 ans, tu veux bien que Lison regarde Scooby-Doo Mystère Associé avec moi? S'il te plaît, mon papa d'amour. Bon, je crois que je vais vous laisser. Dans l'immédiat, j'ai rendez-vous avec Scooby-Doo-Bidoo.